Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois. La période de confinement s'est arrêtée, mais nous, on a décidé de poursuivre nos activités en ligne, par fidélité pour tous ceux qui nous suivent depuis quelques semaines déjà, hein. Et comme maintenant chaque jeudi, je suis très heureuse d'accueillir, Sarah Yalda. Sarah, notre partenaire des Cannes Conférences, qui organise de très belles conférences à Paris, au Mathurin et au Théâtre de Marigny, hein. Sarah, on accueille avec vous aujourd'hui Éric Scholl, le directeur de la rédaction d'Express, qui vient nous parler de la Chine, puisqu'il y a énormément de questions autour de ce pays en ce moment. Je vous laisse la parole et puis je retrouve tout le monde à la fin de cette conversation entre vous. Bonne intervention et puis bonne conférence pour tout le monde. Bonne conversation en tout cas. Merci Maria, merci à Cannes Université, bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints. Nous sommes très heureux de vous réunir autour d'Éric Scholl. Éric, merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur de la rédaction de l'Express. Avant cela, vous avez dirigé la rédaction du Courrier international. Vous avez été correspondant à Hong Kong de 1996 à 1999. Il y a quelques mois, vous avez publié avec Gilles Fontaine, journaliste à Challenge, Il est midi à Pékin, le monde à l'heure chinoise, aux éditions Fayard, où l'on apprend comment la métamorphose de la Chine a transformé le monde. Alors, le coronavirus est apparu en Chine en décembre 2019. La Chine est donc en avance sur nous. Comment se passe le confinement là-bas ? Bonjour Sarah, bonjour à tous. Merci à Cannes Université de m'accueillir. Je suis très heureux de pouvoir participer à cette conférence et de pouvoir essayer d'apporter quelques lumières. En tout cas, je vais essayer sur cet épisode très marquant qui nous touche tous dans nos vies quotidiennes et qui a démarré effectivement en Chine, à Wuhan. Pour répondre très directement à la question, comment se passe le confinement en Chine, je dirais qu'il est terminé. Et on est passé à la fois dans le déconfinement, et c'est depuis maintenant début avril, et on est presque dans une nouvelle phase, puisqu'on voit du reconfinement. Je veux dire par là que la Chine, où donc les choses ont démarré, pour reprendre rapidement la chronologie, les premiers cas ça se passe au mois de décembre, dans cette ville de Wuhan. Wuhan, c'est 11 millions d'habitants et c'est au milieu de la Chine. Il a fallu attendre plusieurs semaines, et on aura sans doute l'occasion d'y revenir, pour que les autorités chinoises reçoivent, ou en tout cas relaient l'alerte qui avait été faite au niveau local. Et c'est qu'à partir de vraiment janvier, où on voit d'abord les dégâts énormes, gigantesques sur la santé, le nombre de cas qui se multiplient dans toute cette province, la province du Roubaix, c'est-à-dire 55 millions d'habitants, une petite France. Et le confinement va commencer à partir du 23 janvier à Wuhan. Et il va durer jusque début avril. Un confinement total, complet, avec même plus dur que ce qu'on a connu, nous, en France. Il va concerner toute la population donc, de cette ville, de cette grosse ville, et celle de toute la province. Début avril, au moment où le nombre de cas commence à se réduire, on a l'impression que la maladie, enfin, le virus commence à être contrôlé, il y a un début de déconfinement qui va être donc d'abord qui va se traduire par la possibilité pour les habitants de Wuhan et puis de toute la Chine de pouvoir à nouveau petit à petit reprendre les transports, reprendre leur activité, leur travail. Ça s'est fait petit à petit. Je veux dire que même encore aujourd'hui, on n'est pas du tout dans du 100% d'activité économique ou même de transport. Notamment, je pense à tous les migrants. Vous savez, c'est très important, tous ces migrants qui travaillent dans d'autres provinces et qui, à un moment, se sont retrouvés bloqués chez eux, sans pouvoir aller retourner à leur lieu de travail. Encore aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ne sont pas encore retournés à leur lieu de travail. Ce qui explique d'ailleurs en partie le fort ralentissement de l'économie chinoise. Néanmoins, on a vu cette reprise, beaucoup plus en avance évidemment que chez nous, reprise en avril aussi de l'école, fin avril ou début mai,
tout début mai. Les écoliers chinois sont retournés à l'école avec de la distanciation sociale, enfin, tout ce qu'on connaît. Une grande particularité dans le déconfinement, c'est qu'il s'est accompagné de mesures très strictes, très strictes en termes de suivi. Ça, on a notamment le contrôle par des applications qui sont très intrusives. Il y a 3 couleurs, une couleur verte, une couleur orange et une couleur rouge. Et selon les endroits, selon les lieux, selon les provinces, selon les villes, ça peut être extrêmement intrusif et compliqué. C'est-à-dire que si jamais vous avez été dans la journée en contact, ne serait-ce qu'en contact, parce que vous avez trouvé dans le même lieu, un magasin ou ailleurs, avec une personne infecté, vous-même, votre couleur va changer, vous allez passer au orange ou au rouge, et ça va vous interdire beaucoup de choses. Il s'est passé quelque chose depuis une semaine en Chine, alors qu'on voyait le nombre de cas petit à petit se réduire, voire il n'y avait plus d'infection, en tout cas d'infection au niveau local. Ce qu'on voyait, c'est encore des cas d'infection de Chinois qui revenaient de l'étranger, et qu'on essayait évidemment de surveiller, tout un protocole de mise en quarantaine, etc. Mais le nombre d'infections locales s'était quasiment arrêté depuis quasiment un mois, et on a vu à partir du week-end dernier des nouveaux, ce qu'on appelle des clusters, c'est-à-dire des foyers d'infection, reprendre. Ça, c'est nouveau, ça fait craindre l'idée de peut-être d'une deuxième vague qui touchera en ce moment la Chine. Alors, en réalité, c'est encore tout petit phénomène que les autorités chinoises essayent de contrôler. Simplement, ça se passe à 2 endroits très différents. Un, à Wuhan, précisément là où le virus était apparu. Donc, on a vu le premier cas samedi dernier, et le lendemain, il y a eu une dizaine de cas. Donc, il y a toute une tentative de reprendre le contrôle de ce virus en ce moment à Wuhan. Et le deuxième endroit, c'est dans la province du Jilin. C'est une de ces 3 provinces de Mandchourie, c'est-à-dire au nord de la Chine, quasiment à la frontière avec la Corée du Nord. Et là, dans les très grandes villes qui sont là, c'est aussi toujours à l'aune de ces grandes villes chinoises, de ces mégalopoles, c'est des villes qui dépassent largement le million d'habitants, qui ont été là à nouveau reconfinées, comme Wuhan en partie. Enfin, c'est les quartiers qui sont reconfinés, où l'école s'arrête, où voilà. Donc, on est clairement dans un moment où on a une inquiétude. Les autorités mondiales, chinoises, mais pas que chinoises, tout le monde regarde ce qui se passe en Chine de toute façon, sur est-ce que oui ou non, il y a une deuxième phase qui peut repartir. Je vous rappelle que pas plus tard qu'aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré qu'on n'en aurait pas fini avant très longtemps avec la Covid-19. Voilà pour début de réponse sur cette situation actuelle en Chine. Eric, en matière de politique intérieure pour la Chine, bon, on sait c'est un régime autoritaire. Au début de la pandémie, Pékin a imposé le silence aux médecins et aux lanceurs d'alerte, n'hésitant pas d'ailleurs à jeter quelques-uns en prison s'ils essayaient de communiquer sur la gravité de la situation. Alors, comment réagit la population? Est-ce que des foyers de contestation pourraient, pas maintenant, mais pourraient éventuellement apparaître, ou au contraire, la pandémie a renforcé le régime? Cette pandémie, elle est arrivée, effectivement, elle a forcément un impact politique important. Donc, c'est très difficile à vous donner une réponse directe là-dessus, mais je vais essayer de vous donner des éléments. Déjà, encore une fois, regardons comment les choses se sont passées. Effectivement, les premiers cas arrivent au mois de décembre à Wuhan, et en réalité, il va se passer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avant que l'alerte soit vraiment lancée au niveau national, c'est-à-dire par Pékin. Non pas qu'on n'était pas au courant, parce qu'il y a eu effectivement des lanceurs d'alerte, et en particulier, on se souvient de ce docteur ophtalmologiste, le docteur Wen Lijiang, qui est devenu maintenant un héros de cette crise du Covid, parce qu'il a été fin décembre et début janvier l'un des premiers à attirer l'attention des autorités locales. Il a été d'abord censuré, il a été sanctionné, il est tombé malade et il est décédé début février. Il est devenu un héros sur les réseaux sociaux et un peu partout, et d'ailleurs ailleurs dans le monde aussi. Il n'a pas été le seul, parce que, comme vous le savez, les réseaux sociaux en Chine ont une force extraordinaire, et c'est une sorte de caisse de résonance de l'opinion publique dans un pays où les médias sont très étroitement contrôlés par les autorités, par le Parti communiste chinois. Ça peut permettre souvent de prendre le pouls de l'opinion publique.
même si les autorités contrôlent aussi ces réseaux sociaux. Mais on voit à un moment ou à un autre des emportements. Alors, ce qu'on a vu, c'est à Wuhan et un petit peu partout, une colère très vive, notamment sur cette affaire de Wen Lijiang, mais ça n'a pas été le seul, parce que d'autres, on a senti une contestation venant d'autres membres, je dirais, de la société civile, de la part de professeurs académiques, de la part d'un patron, un chef d'entreprise, qui se sont à un moment ou à un autre exprimés, qui n'ont pas pu le faire très longtemps parce que soit ils ont été censurés, voire en ce qui concerne ce patron, il a disparu. Il a été ensuite, il y a une enquête qui est en cours actuellement sur lui. Donc c'est très compliqué évidemment de critiquer. C'est très compliqué aussi de mesurer le niveau de l'opposition. Mais ce qu'on dit, c'est que d'abord, on peut le mesurer finalement à une certaine fébrilité du pouvoir. Et cette fébrilité, elle est réelle. On l'a vu à plusieurs reprises de la part de Xi Jinping, le président de la République, mais de sa position même au sein du Parti communiste chinois. Or, vous savez, on est à un moment important parce que l'année 2019 n'a pas été si facile que ça pour Xi Jinping. Ça a été une année où il a dû affronter à l'extérieur et en interne des crises importantes. Une crise commerciale avec les États-Unis, cette guerre commerciale qui a duré quasiment plus de 18 mois et qui l'a mis parfois en difficulté au sein du Parti communiste chinois parce que lui était plutôt partisan des lignes dures. Il a eu à affronter ce qu'il n'avait absolument pas prévu en 2019, une année très importante puisque c'était l'année anniversaire, 70 ans du parti de la Révolution communiste, 1er octobre 2019. Donc ça devait être une très belle année. Elle avait déjà été gâchée, si vous voulez, par plusieurs crises. La crise commerciale, la crise, évidemment, il faut l'avoir en tête, c'est à Hong Kong, qui commence à partir du mois de mai, du mois de juin, c'est-à-dire il y a presque un an, et avec un mouvement d'abord pro-démocratie qui se transforme très vite en un mouvement pro-Pékin, contre l'autorité de Pékin, et qui a été difficilement maîtrisé, mal géré par les autorités de Pékin. Il y a eu, là c'est sur le plan international, un vent de critique contre la Chine par les exactions qui ont été commises dans la province occidentale, la province du Xinjiang, qui est largement peuplée par une minorité musulmane et où on appelle des Ouïghours. Et les Ouïghours, on s'est aperçu qu'ils étaient enfermés dans des conditions atroces, et donc ça a suscité énormément de critiques sur le plan international. Et il a fallu gérer ça aussi pour le pouvoir chinois. Il y a eu d'autres affaires, notamment, je pense aux fortes tensions avec Taïwan en 2019, des fortes tensions aussi en mer de Chine du Sud. Tout ça fait que l'année n'a pas été tranquille du tout pour Xi Jinping, et c'est dans cet état-là où il a abordé cette crise, et il l'a plutôt mal abordée, puisque d'abord, il s'en est pas occupé du tout, et ça lui a été reproché par la population. Figurez-vous qu'il a fallu attendre jusqu'au 10 mars pour qu'il se rende à Wuhan, la ville où tout a commencé. Pendant tout le mois de janvier, le mois de février, on se demandait un petit peu ce qui se passait, cet retard à l'allumage, cette difficulté à prendre en compte, à gérer, à montrer qu'on gérait bien la crise. Et ça, ces manques, ce manque de transparence, cette opacité, ce retard à l'allumage des autorités chinoises, ça va être un petit peu ce qui va durer et qui va tout le temps, en permanence, et qui va rester un des moments clés dans la gestion de la crise du coronavirus, que ça soit d'ailleurs en interne, c'est-à-dire en Chine et aussi à l'extérieur, parce que depuis le début de ces crises, on voit à quel point la Chine essaye d'effacer ces débuts qui ont été assez calamiteux, où il a fallu, où plusieurs semaines ont été perdues. Ça a été ressenti par la population chinoise, ça a évidemment été ressenti aussi à l'extérieur, où on a dit, et les États-Unis évidemment continuent de le faire, ils ne sont pas les seuls, dire qu'est-ce qui s'est passé pendant ces quelques semaines, grosso modo, on va dire, du fin décembre jusqu'au 20 janvier. Le 20 janvier, c'est la date à laquelle Xi Jinping prend officiellement conscience, considère qu'il s'agit d'une affaire très grave. Et je vous le disais tout à l'heure, c'est le 23 janvier où va commencer le confinement de la ville de Wuhan et puis ensuite de l'ensemble de la province. Alors, ces critiques, on les a entendues. Est-ce que maintenant, elles peuvent déboucher sur quelque chose en Chine? Vous savez, le Parti communiste chinois, c'est 75-80 millions de personnes. C'est un système qui fonctionne redoutablement bien. C'est un système très autoritaire.
et je dirais, cette autorité s'est renforcée ces dernières années sous la férule de Xi Jinping, qui est lui-même un personnage assez, quand on le compare à ses prédécesseurs, donc il cumule, c'est le numéro un chinois, il est à la fois patron du Parti communiste, hein, il est secrétaire général, il est le chef des armées et il est président de la République. Ces trois titres qui font, et je dirais, il faut ajouter ça aussi pour bien comprendre l'autorité qu'il représente aujourd'hui. En 2018, il a fait un changement dans la Constitution et il est devenu président à vie, alors que jusqu'à présent, tous ses prédécesseurs, enfin, il faut remonter à quelques années pour retrouver un changement, c'était du temps de Mao, sinon ses prédécesseurs faisaient 2 mandats maximum. Lui, il a la possibilité de pouvoir rester dans son poste. Donc on voit, c'est un personnage autoritaire, mu par une envie, disons, de revanche assez forte, une volonté aussi d'installer la Chine, de montrer la puissance de la Chine d'une façon beaucoup plus forte, sans doute que ses prédécesseurs, en tout cas avec moins de prudence. On dit que Deng Xiaoping, qui était l'homme du réveil chinois en partir de 78, disait bien, allez, il faut que la Chine se réveille, mais il faut le faire prudemment, il faut cacher ses forces. Non, avec Xi Jinping qui est arrivé en 2012 à la tête de la Chine, désormais on montre les muscles chinois. On le fait à la face du monde, mais on le fait aussi en Chine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, oui, il y a de la contestation. Néanmoins, il y a eu, il faut aussi regarder ce qui s'est accompagné, ce qu'on appelle le narratif, c'est-à-dire le récit chinois. Il y a un récit qui est destiné en interne à la population chinoise et un récit qui est fait et qui est très important, on aura l'occasion d'y revenir, pour le reste du monde. Le récit qui a été fait pour la population chinoise, d'abord il a consisté, à essayer de laver la faute de départ, hein, le retard à l'allumage, très vite en disant, et ça a été dit avec ces mots-là par Xi Jinping, vous savez, si on s'est sorti si vite de ce virus, de cette crise, c'est parce qu'il y a un parti communiste qui est très efficace, c'est parce que moi-même je suis là aussi et que je m'en suis occupé, donc vous pouvez compter sur nous, etc. Et d'ailleurs, dans ces schémas-là, il va y avoir une date importante qui va arriver la semaine prochaine, le 22 mai, avec la réunion du Parlement chinois. C'est une réunion annuelle qui a lieu normalement au mois de mars. Et évidemment, pour cause de Covid-19, cette réunion avait été annulée. Elle rassemble l'ensemble des députés. Donc, c'est l'organe législatif chinois, 2800 députés, qui vont se réunir. Attention, pour la première fois, ils ne vont pas se réunir physiquement. Ils vont se réunir en visioconférence. Mais c'est un moment important dans la vie politique chinoise, même si on sait très bien que le vrai pouvoir n'est pas tellement là. Mais en tout cas, c'est une volonté de manifestation, de montrer le pouvoir, et c'est aussi le moment où le pouvoir exécutif peut faire des grandes annonces. Et donc, on s'attend à quelques grandes annonces, en particulier sur le plan économique, dans les prochains jours, en particulier ce 22 ou ce 22 mai. Voilà où on en est aujourd'hui, donc un pouvoir oui, des contestations, mais il ne faut surtout pas oublier cette vague nationaliste très forte, et sur laquelle a toujours joué Xi Jinping, qui peut d'ailleurs parfois dépasser les autorités chinoises, parce qu'elle joue avec, mais parfois il faut aussi la calmer. Or, en ce moment, c'est assez compliqué, vu à quel point le pouvoir chinois a joué sur cette corde nationaliste. Et finalement, quand on voit les très vives critiques, et en particulier l'opposition en ce moment très forte, la rivalité américaine et chinoise, sino-américaine, on sent qu'il va falloir trouver le moyen de calmer ceux les plus nationalistes d'entre eux. Merci Eric pour cette belle explication. Eric, vous évoquiez tout à l'heure le récit adressé par la Chine en interne aux Chinois et le récit adressé au reste du monde. Alors, il me semble que ce récit adressé au reste du monde est ce qu'on appelle le soft power sanitaire, c'est-à-dire en envoyant à travers le monde masques et équipes médicales, la Chine, malgré la défiance qu'elle essaye d'accroître son influence comme le grand pays qui vient au secours des autres. Est-ce qu'elle y parvient? En tout cas, c'est sa volonté, et ce qu'on observe depuis le début de cette crise, c'est très intéressant parce que elle arrive à un moment où il y avait déjà une volonté très forte
d'accroissement du rôle de la Chine sur la scène internationale. Qui date depuis une vingtaine d'années, mais très fortement, beaucoup plus fortement, je dirais, depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, et en particulier, si vous voulez, le récit qui a été fait au cours de ces dernières années, c'était les fameuses nouvelles routes de la soie, une façon de faire venir dans ce projet, qui est un projet à la fois économique, mais qui est beaucoup plus qu'économique, c'est un projet culturel, politique, économique, technologique, consistant à dire à la plupart des pays, venez, on va vous aider et nous allons faire le chemin ensemble. C'est ce qu'on appelle un destin de communauté, une communauté à destin partagé. C'est vraiment l'appellation chinoise. C'est-à-dire, on va pas être le lead, on veut pas assurer le leadership, mais on veut vous emmener ensemble avec une même vision du monde. Donc très clairement, c'est aussi une façon de dire, on a un autre projet, c'est un projet alternatif par rapport à la vision occidentale. Ça, c'est ce qu'on voyait à l'œuvre depuis maintenant quelques années, qui s'accompagnait avec ce qu'on a vu se dérouler, tous ces projets de route de la soie en Afrique, en Amérique latine, mais aussi en Europe, un peu partout, en Asie, dans le Pacifique, un peu partout. Évidemment, la Covid-19 n'était pas prévue là-dedans, et il a fallu, pour les Chinois, intégrer, réinventer, trouver un nouveau narratif, un nouveau récit. Alors, ça n'a pas été facile parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le démarrage a été très compliqué et les critiques sur le plan international ont été très vives. Mais finalement, les Chinois ont décidé, les autorités chinoises ont essayé de jouer sur cette avance qu'ils avaient par rapport au reste du monde dans la crise. Rappelez-vous, on est en janvier-février. Et à ce moment-là, la Chine est atteinte très profondément sur un plan sanitaire, sur un plan économique. Et finalement, on se demande, est-ce que la Chine n'est pas très fragile? Est-ce qu'elle n'est pas en train de s'écrouler? On a même parlé à l'époque de l'effet Tchernobyl sur la Chine. C'est un moment de vulnérabilité pour la Chine, janvier-février. Et puis, on voit le virus se transmet, il arrive en Europe, en Italie, en France, en Allemagne, un peu partout en Europe. Et à ce moment-là, eh bien, on a vu un changement complet, c'est-à-dire que tout d'un coup, la Chine qui, elle, commence à voir les courbes se stabiliser, les courbes d'infection se stabiliser, commence à sortir de cette crise. On voit les entreprises redémarrer et la Chine décide à ce moment-là de dire, ben oui, on peut jouer une autre carte, celle du pays qui va aider les autres, qui va aider tous les pays du monde, que ce soit d'ailleurs les pays africains, les pays d'Asie, que ce soit aussi les pays d'Europe. Et on a vu effectivement une sorte de diplomatie, d'abord sanitaire, une sorte de diplomatie humanitaire, ce qu'on appelait la diplomatie du masque, se mettre en place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, avec une volonté de communication, de récit très forte, on a vu les autorités chinoises envoyer des masques en Italie, des équipes médicales en Italie. Très intéressant de voir le cas de l'Italie. Pourquoi? Parce que l'Italie, rappelez-vous, c'est le pays le plus touché tout de suite en Europe. On voyait cette image qui était affreuse. Nous, en France, on pensait que ça ne nous arriverait pas. 15 jours plus tard, on était dans la même situation que l'Italie. Mais au moment où ça arrive en Italie, la France ferme ses frontières. La France n'envoie pas de matériel, l'Allemagne n'a plus. Elle l'a fait après, mais pas tout de suite vers l'Italie. Et qui vient au secours de l'Italie? La Chine. La Chine envoie des masques, envoie des équipes médicales. Elle fait des photos, elle fait des vidéos, elle montre tout ça. Et c'est pas tout à fait par hasard si elle s'occupe autant de l'Italie, parce que l'Italie, l'an dernier, en mars 2019, avril 2019, Xi Jinping est venu en Europe. Et il est venu où? Il est venu en Italie. Et l'Italie est rentrée dans cette organisation des routes de la soie. Donc c'est un allié de la Chine. Et c'est un allié européen de l'Union européenne. C'est une des puissances fondatrices de la communauté européenne en 1957 qui se retrouve aux côtés de la Chine. C'est exactement ce que cherche à faire la Chine depuis toujours, c'est créer, se trouver des alliés. C'est essayer aussi de diviser l'Europe. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc avec cette communauté, avec cette diplomatie du masque, on l'a vu apporter son aide à l'Italie, à l'Espagne, au Portugal, mais aussi à d'autres pays, notamment en Europe centrale,
un endroit très important et stratégique pour la Chine, ou que ce soit en Hongrie, en Serbie. La Serbie n'est pas dans l'Union européenne, mais la Serbie aimerait un jour rentrer dans l'Union européenne, elle est candidate. Eh bien, qu'a fait la Chine? Elle lui a apporté des masques, elle lui a fait signer aussi des contrats ferroviaires, etc. Et donc, c'est ça, cette diplomatie du masque, c'est-à-dire, c'est essayer de dire, regardez, on est capable de vous aider. Il s'est passé la même chose en Afrique. On sait depuis les années 2000 à quel point l'Afrique est devenue un terrain de jeu pour les grandes entreprises chinoises, pour la diplomatie chinoise, pour la culture chinoise. Eh bien, donc, pendant toutes les années 2000, les investissements chinois ont augmenté très fortement dans pratiquement tous les pays africains. Il y a eu un retour de balancier parce que parfois les entreprises chinoises ne sont pas toujours très bien conduites. Il y a eu des contrats qui ont été dénoncés. La Chine a vu le moyen, au moment de cette crise sanitaire, d'essayer de restaurer son image en Afrique, et elle a envoyé des masses dans à peu près tous les pays d'Afrique, et en particulier dans les pays dont elle était le plus proche. Vous savez, il y a beaucoup d'intérêts pour la Chine à faire ça. Il y a des intérêts économiques, il y a des intérêts évidemment diplomatiques. C'est très important de voir cet aspect-là, parce que vous savez que, par exemple, entre Taïwan et la Chine, ça fait des années qu'il y a une sorte de course pour avoir le maximum, pour couper tous les alliés de Taïwan dans le monde, pour isoler au maximum ce petit régime que la Chine considère comme une province rebelle, mais une province chinoise. Et donc, on a vu cette tentative toujours d'aller chercher des nouveaux alliés. On l'a vu parfaitement avec cette diplomatie du masque. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'elle s'est faite à plusieurs niveaux. Elle s'est faite évidemment sur le plan sanitaire. Elle s'est faite aussi je dirais, par les entreprises, et notamment des grandes entreprises dont on a beaucoup entendu parler ces derniers mois, comme Huawei, vous savez, ce géant de la télécommunication, mais aussi Alibaba, donc de Jack Ma. Le Alibaba, c'est un peu le Amazon chinois, bon, encore plus puissant, ou au moins tout autant. Et ces entreprises, Alibaba a une fondation, cette fondation d'Alibaba a été donné des masques un peu partout dans tous les pays d'Afrique, par exemple. Donc vous voyez, une sorte de rouleau compresseur chinois s'est mis en route pour mener à bien cette diplomatie des masques. Alors maintenant, vous me dites, est-ce que ça a marché ou pas? Parce que si c'était vraiment un soft power efficace, eh bien, on dirait que tout le monde se rallierait au point de vue chinois en disant bravo, bravo la Chine. Et d'ailleurs, la Chine a fait pression sur de nombreux pays pour leur dire dites-nous merci, publiquement, remerciez-nous, ce que certains pays n'ont pas voulu faire. En fait, ça n'a pas très bien fonctionné parce que soit cette diplomatie a été trop excessive dans la façon de se dérouler. Il y a eu aussi beaucoup de critiques qui ont été faites à l'égard de la Chine. Il y a encore une fois ce péché d'état originel, c'est celui on a accusé la Chine d'avoir transmis, de ne pas avoir su arrêter un temps ce virus. Et donc, au fond, il y a eu une difficulté pour la Chine à imposer, à dérouler ce narratif, ce récit, qui aurait dû être ce récit, effectivement, du grand frère chinois qui vient au secours du restant de la planète. Aujourd'hui, on n'y est pas. La Chine n'a pas réussi, je dirais, n'a pas réussi sur ce plan à se faire apprécier ses actions. Et puis, je dirais, j'en vais en finir par là, il y a eu aussi beaucoup de maladresse dans ce déroulement. J'en vois deux. D'une part, une diplomatie, certes, qui voulait jouer le soft power, mais en même temps très offensive, voire agressive. La Chine a mis à son service, la diplomatie chinoise a mis à son service ses 169 ambassadeurs dans le monde, surnommés depuis quelque temps les loups combattants, pour affirmer de façon forte la supériorité de la Chine, mais aussi dénoncer les faiblesses et les mensonges de l'Occident. On l'a vu partout dans le monde, y compris d'ailleurs ici en France avec l'ambassade chinoise. On avait rarement vu un ambassadeur chinois en France être aussi agressif à l'égard des Occidentaux, de la France en particulier. Et j'en ai pour preuve cette lettre qui a été rendue publique, signée par l'ambassadeur chinois en France, une lettre dans laquelle il parle des distorsions de la réalité qui sont faites par l'Occident, et une lettre dans laquelle il s'en prend notamment
au personnel des EHPAD qui auraient abandonné les malades, les patients. Cette lettre a fait beaucoup de bruit. Elle est très très mal passée auprès des autorités françaises. D'ailleurs, l'ambassadeur chinois a été convoqué au Quai d'Orsay au mois d'avril, et elle fait partie, si vous voulez, de ces dérèglements. On avait rarement vu une telle agressivité de la part d'un personnel diplomatique. D'ailleurs, c'est intéressant à regarder parce que tous les ambassadeurs chinois ne sont pas conduits de cette façon-là. Il y a d'ailleurs on a vu, et ça en revient peut-être à la question précédente, est-ce qu'il y a une même ligne partout à Pékin? Non, on a vu qu'il y avait une ancienne ligne, les plus anciens ambassadeurs qui étaient beaucoup plus, qui sont encore plus sur une ligne, je dirais, plus diplomatique, plus classique, et qui sont été moins agressifs. Et les plus jeunes ambassadeurs, sans doute plus nationalistes, et qui ont suivi en cela les ordres qui leur étaient donnés par Xi Jinping, le président chinois, et qui a été de dénoncer les mensonges de l'Occident. Alors, c'est vrai que d'une certaine façon, ils ont été aussi servis par l'agressivité, notamment du président américain, de Donald Trump, à leur égard. Voilà ce qu'on peut dire de ce soft power chinois pour le moment. Oui, justement, je rebondis sur les États-Unis, le duel Chine-États-Unis qui dure depuis quelques années, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais là, il semblerait que les crispations entre les deux pays franchissent une nouvelle étape dans l'hostilité. Jusqu'où cet affrontement pourrait aller sans nous exposer à quelque chose de dangereux, à peut-être un niveau plus important et plus dangereux dans cet affrontement. Et vous avez raison de dire qu'on ne sait pas jusqu'où, et que c'est parce que tous les jours, on assiste à une escalade verbale. Quand je dis tous les jours, ce matin, le président américain, Donald Trump, s'est exprimé à la télé, sur Fox News, et il a très clairement expliqué qu'il il n'avait plus à parler avec les Chinois. Et donc, si vous voulez, chaque jour, que ça vienne directement du président américain, que ça vienne du secrétaire d'État, Mike Pompeo, mais que ça vienne aussi de l'autre côté, du ministre des Affaires étrangères chinois ou des autorités chinoises, on voit une escalade verbale faite de critiques, mais incessantes. Hier ou avant-hier, on entendait la CIA sortir un nouveau rapport montrant à quel point, dénonçant en fait l'action des autorités chinoises. Là, c'est le FBI qui dénonce le piratage par les Chinois de la recherche sur les vaccins aux États-Unis. Il y a en toile de fond évidemment les énormes les divisions sur le plan commercial entre les deux pays, et qui ça remonte à très longtemps. Il y a eu après 18 mois d'affrontements très forts entre Donald Trump et Xi Jinping, il y a eu fin décembre, début janvier, un premier accord qui a été trouvé, qui c'est en plusieurs étapes. On nous a dit il y a quelques jours que la première étape de cet accord était toujours valide, mais on ne sait pas du tout quand est-ce qu'on passera, parce qu'on est censé passer dans une deuxième étape de l'accord. En réalité, on voit très très mal comment y passer. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est plutôt effectivement un affrontement de deux grandes puissances qui sont les deux grandes puissances de demain. D'un côté, du côté chinois, avec cette idée de dire il y a un déclin des États-Unis, et on peut prendre cette place-là, si ce n'est pour diriger le monde, en tout cas pour assurer notre part dans le leadership de la planète. On n'a plus à laisser aux États-Unis cette place-là. De l'autre, du côté des États-Unis, il y a eu une prise de conscience qui s'est faite, disons, au cours des 5 ou 10 dernières années, du fait qu'effectivement, dans beaucoup de domaines, les États-Unis ne sont pas à la traîne, mais se sont fait rattraper à une vitesse qu'ils n'imaginaient pas par la Chine. Et donc avec beaucoup de craintes dans le domaine technologique. On l'a vu sur cet affrontement autour de la 5G, Huawei étant la grande entreprise chinoise qui maîtrise la 5G et qui veut l'imposer dans le monde entier, et les États-Unis l'année dernière qui se sont réveillés, qui ont dit non, surtout, non seulement on ne veut pas de 5G aux États-Unis, mais on ne veut pas que nos alliés, que la plupart des pays acceptent la 5G chinoise, parce que derrière la 5G chinoise, derrière cette entreprise Huawei, on va avoir de l'espionnage technologique et l'accès à beaucoup de secrets de l'Occident. Donc,
oui, des affrontements aussi qui se sont faits, disons, par terrain interposé. Je pense, et j'ai fait allusion tout à l'heure, à ce qui se passe en mer de Chine du Sud. La mer de Chine du Sud, c'est un endroit absolument stratégique où passent la plupart des flottes commerciales, les bateaux chinois qui remontent après, qui vont remonter vers chercher du pétrole, etc. C'est aussi un endroit où on trouve des hydrocarbures, on imagine énormément de ressources, à la fois minérales, énergétiques au fond. Et puis, c'est aussi un endroit stratégique géographiquement, entouré par beaucoup de pays asiatiques, le Vietnam, la Malaisie, les Philippines, et la Chine, qui revendique depuis plusieurs années ce territoire, ces mers, cette mer de Chine du Sud. Et pour revendiquer, elle essaye de le faire sur le plan juridique, elle n'y est pas arrivée, mais elle y va par la force, à la fois par la militarisation à travers des petits îlots dont elle dispose, où il n'y a pas grand-chose, mais elle a équipé, elle a armé, militarisé ces îlots, et à partir de cela, elle veut essayer d'étendre sa sphère d'influence, sa zone maritime, sa zone de pêche et sa maîtrise des mers. Autant dire que pour les États-Unis qui sont depuis 1945 et qui se considèrent toujours et encore comme le gendarme du monde, c'est pas acceptable de voir la Chine fouler du pied le droit maritime, torpiller des bateaux de pêche vietnamiens ou malaisiens, et petit à petit déclarer qu'elle est maîtresse dans cette partie du monde. Donc, c'est un des axes de tension qui est très fort. Vous y ajoutez la guerre commerciale, on est encore quand même l'année dernière à 600 milliards de dollars de déficit côté américain, et donc il y a une certaine légitimité de la part de Donald Trump à dire il faut trouver des accords, davantage de réciprocité, quelque chose qui soit plus équilibré. Ça a été une sorte de réveil plus précoce d'ailleurs en Chine qu'en Europe, aux États-Unis qu'en Europe, sur le fait que en laissant entrer la Chine au début des années 2000 dans l'Organisation mondiale du commerce et en la laissant s'étendre et prendre une place très importante dans le commerce international, ça s'est fait, oui, c'est vrai, au détriment de la propriété intellectuelle des entreprises occidentales, et ça s'est fait aussi au détriment des entreprises américaines ou européennes. Les Américains s'en sont aperçus sans doute plus rapidement que nous en Europe, même si aujourd'hui, je pense que cette prise de conscience est en train d'avoir lieu, et il y a eu donc ce sujet de friction extrêmement important. Il y a, au-delà de ça, je dirais, dans cet affrontement qu'on vient voir, il y a ce qu'on appelle ça, le terme est en train petit à petit de s'installer, on appelle ça la nouvelle guerre froide, ce qui quand même vous montre à quel point on a compris qu'on n'arriverait plus à être dans un niveau de détente, mais plutôt de rapport de force. Et je crois que c'est ça le grand changement au cours des 2, 3, 4 dernières années. Et au fond, c'est ce qu'on voit en accéléré à travers cette crise de la Covid-19. C'est que là où on pensait que les institutions multilatérales, que la coopération internationale pouvait permettre que chacun de ces grandes puissances trouve leur place. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est pas par la régulation, c'est pas par le multilatéralisme, encore moins par la machine onusienne, mais plus par le rapport de force que chacun va réussir à trouver sa place, c'est-à-dire les États-Unis à maintenir leur puissance qui est réelle sur le plan militaire, sur le plan économique, et la Chine qui a une puissance grandissante économiquement, évidemment, la deuxième puissance du monde, démographiquement, un habitant sur 6, c'est 1,4 milliard d'habitants sur le plan de l'espace, très important, et qui aspire à avoir un rôle sur la scène internationale. Voilà les termes de cet affrontement. On dépasse le stade de la compétition, de la concurrence. On est réellement dans un affrontement aussi de valeurs. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir, c'est que on est clairement venu effectivement dans cette idée de guerre froide. Mais il ne faut pas enterrer les États-Unis trop vite. Si on regarde notamment sur le plan militaire, sur le plan technologique, les États-Unis ont encore beaucoup de choses à faire. C'est pas parce qu'aujourd'hui on a un président américain qui effectivement lui a fait plutôt perdre du terrain aux États-Unis, notamment par sa volonté de se retirer d'organisations multilatérales et de mettre fin au multilatéralisme. En fait, il a
il a créé un certain vide dans lequel la Chine n'a eu de cesse de vouloir s'infiltrer pour dire, vous savez, nous, on est là. Et nous aussi, on est prêt à faire de la mondialisation, mais une mondialisation vue de Pékin, une mondialisation à la chinoise. Merci Eric. Pour devenir la première puissance dans le monde de demain, celui de l'après-coronavirus, quel est le principal atout de la Chine et sa plus grande faiblesse? Son principal atout, je dirais qu'elle l'a montré au cours depuis 1978. Personne n'aurait pu imaginer, lorsque Deng Xiaoping a lancé les 4 modernisations de la Chine en 1978, c'est un pays pauvre, c'est un pays qui s'était fermé, qui a souffert de toutes ces de beaucoup d'étapes depuis la révolution communiste, que ce soit l'échec du grand bond en avant, que ce soit l'échec de la révolution culturelle. Et donc c'est un pays qui veut rentrer dans le jeu international. C'est tout petit sur le plan. Ça part dans le commerce international et est ridicule. C'est un pays vraiment qui est pauvre. Il faut être allé en Chine. Il faut être allé en Chine dans les années 80 ou 90 pour comprendre à quel point le bond pour mesurer le bond qu'a fait ce pays en l'espace en si peu de temps. Et c'est peut-être ça la force de cette Chine. C'est d'abord d'être un pays optimiste, profondément optimiste, qui croit à son avenir, qui a grande confiance en soi, énorme confiance en soi, et qui a montré en l'espace d'une génération et demie, à quel point ils étaient capables, par le travail, par cette volonté aussi d'avancer, de grandir, de retrouver certainement aussi une grandeur passée. Il faut pas le sous-estimer, un goût de revanche en Chine, et en particulier dans le régime chinois, un goût de revanche sur l'Occident qui remonte à des humiliations du 19e siècle. Et donc, c'est un moteur puissant. Et puis, c'est un pays quand même, c'est un pays qui a 4000 ans d'histoire, et donc et qui connaît bien la politique, qui connaît très bien la géopolitique, qui a une culture immense, qui est capable aussi de s'adapter à un pragmatisme incroyable. Vous savez, il y a 3-4 ans ou 5 ans, la Chine a compris à quel point l'intelligence artificielle allait être une arme essentielle, un moyen de développement pour l'économie incroyable. Les choses peuvent aller très vite. On l'a vu, tout le monde entier, toutes les opinions publiques l'ont vu, parfois un peu étonnés comment en 10 jours, les Chinois ont été capables de construire un hôpital au moment de la crise du coronavirus. Cet exemple-là, des hôpitaux comme ça, ils en ont construit. C'est de la même façon, ils ont construit des lignes de TGV en moins de 10 ans. Ils ont construit, le pays est sillonné de lignes à grande vitesse aujourd'hui. Ils ont construit des aéroports qui sont très modernes. Ils ont modernisé ce pays à une vitesse qui est inimaginable. Cette même énergie chinoise, elle va permettre de continuer cette progression, ce développement de ce pays. Et je pense que ça, c'est le principal atout de ce pays. Cette foi, cette confiance, cet optimisme, et une éducation aussi. Les jeunes Chinois sont très bien éduqués et ont très vite compris, ils se sont formés. Ils voyagent maintenant, ils voyagent beaucoup. Alors, beaucoup moins maintenant, ils ne peuvent pas le faire, évidemment. Mais regardez, en l'espace de quelques années, c'est sans doute ce qui a beaucoup changé les choses aussi. La jeunesse chinoise voyage. Elle voyage dans le monde entier. Elle va s'éduquer en Australie, en Angleterre, aux États-Unis, en France ou ailleurs. Et elle revient. Et donc, bien sûr, ce n'est pas une démocratie. Et ils n'ont pas accès à ils n'ont pas les libertés politiques que nous avons, nous, en Occident. Et je dirais, c'est un peu le contrat passé par le Parti communiste chinois avec le peuple chinois depuis maintenant plusieurs années, je dirais presque depuis même la crise de Tiananmen. Ça a été un peu le suivant. Le Parti communiste chinois dirige le pays du main de fer. En échange, il a promis une sorte de contrat social, assurer une progression des revenus, assurer aux jeunes générations qu'elles auront un sort meilleur que celui des parents. Ça a été possible parce qu'au cours des 3 dernières décennies, la Chine a connu en moyenne 10% de croissance pendant 30 ans. C'est pour ça, c'est ce qui explique ce bond fantastique en avant de tous les Chinois. Et la plupart des Chinois sont plutôt heureux, ils reconnaissent, ils vivent dans des conditions qui n'ont rien à voir avec leurs parents ou encore moins avec leurs grands-parents. Ce contrat social, c'est la force. Et vous m'interrogez sur la faiblesse. La faiblesse, elle vient aussi de là. Elle vient de cette équation politique compliquée. Parce que on ne voit pas de signaux d'ouverture, encore moins depuis l'arrivée de Xi Jinping. Et donc, en permanence, on se dit,
Est-ce que c'est tenable à long terme? Est-ce qu'un tel autoritarisme nécessite pas, à un moment ou à un autre, un peu de liberté politique, nécessite pas une prise en compte des... alors, ce qui est toujours très compliqué, c'est que nous regardons ça avec nos yeux d'occidentaux, et les Chinois, évidemment, ne réagissent pas de la même façon. Néanmoins, ils ont en tête ce contrat social qui a été passé avec eux. Et c'est là, c'est un des dangers, c'est un peu de l'épée de Damoclès qui pèse sur le régime. Et c'est sans doute ce qui va expliquer les prochaines décisions dans les prochains jours. C'est que prenez cette année 2020. On va avoir une croissance, ce qui est quand même mieux que nous, ici en France ou en Occident, en Europe, en Occident. On saura sans doute la semaine prochaine, on connaîtra les prévisions de croissance du ministère des Finances chinois. On peut imaginer qu'après, ils vont essayer de finir l'année avec un 2% de croissance, c'est-à-dire le plus mauvaise croissance depuis très 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 longtemps. Le premier trimestre de cette année, la croissance a chuté, on était en récession de 7%. On n'avait jamais vu ça depuis les années 70. Pour arriver à 2 ou 3% de croissance annuelle à la fin de l'année, il va falloir faire plus 6% de croissance sur les prochains trimestres. C'est-à-dire tout l'effort qui va devoir être fait. Donc, mais c'est absolument indispensable pour continuer à créer des emplois, pour donner des emplois à tous ces migrants, pour donner des emplois à ces millions de jeunes diplômés qui vont sortir des écoles là dans les prochaines semaines. Donc, le contrat social, il repose aussi là-dessus, sur la capacité des autorités chinoises à assurer un avenir économique à peu près serein pour la population chinoise. Et je dirais, c'est sa faiblesse. La deuxième faiblesse sur le plan extérieur, c'est qu'on n'avait jamais vu autant d'agressivité en Chine depuis, il faut remonter sans doute à Mao. Tous les prédécesseurs de Xi Jinping, qu'il s'agisse de Deng Xiaoping, de Hu Jintao et des autres, ont une approche, disons, beaucoup moins agressive, moins nationaliste. Ça peut être aussi une faiblesse parce que jusqu'où ce nationalisme, on en parlait tout à l'heure de cet affrontement avec les Américains, jusqu'où ce nationalisme peut-il aller, comment aussi le calmer à un moment ou à un autre. Voilà les deux terrains de faiblesse possibles, un sur le plan économique et social, et deuxièmement sur le plan extérieur, comment calmer cette envie de revanche nationaliste que l'on voit aussi aujourd'hui en Chine et qui est allumée par le pouvoir. Mille merci Eric, merci infiniment. Avant de se quitter, juste dites-nous, le dernier numéro de l'Express est sorti aujourd'hui, on le trouve dans tous les kiosques et naturellement sur le site de l'Express en version numérique. À quel sujet avez-vous consacré votre une? Alors, un sujet qui nous intéresse tous les parents, mais je dirais tout le monde, c'est l'école. On sait que l'école a réouvert, les écoles françaises ont réouvert leurs portes cette semaine, depuis le début de la semaine, pour les élèves depuis 2 jours maintenant. Pas tous les élèves, mais on a décidé on a fait un dossier sur l'école en disant pourquoi il était indispensable de rouvrir les écoles et pourquoi il fallait surmonter les peurs, celles des enseignants, celles des élus, celles des élèves, celles des parents. Et il était pour 1000 raisons, et pas seulement pour une raison économique, pour des raisons psychologiques, pour des raisons sociales très importantes, et pour des raisons évidemment pédagogiques, pourquoi il fallait rouvrir ces écoles. C'était une urgence, et c'est ce qu'on a dit, rouvrir l'école, c'est une urgence, c'est notre dossier de la semaine dans l'Express. Merci infiniment. Merci Eric. Et merci de nous avoir suivis pour cet entretien avec Eric Scholl autour de la Chine. Je vous passe la parole, chère Mariam. Merci beaucoup Sarah, merci beaucoup Eric Scholl, c'était extrêmement instructif. Je pense que tous ceux qui nous ont écoutés ont appris beaucoup de choses sur la Chine. L'école peut faire partie d'un des futurs thèmes à traiter avec vous. Et Sarah, je vous remercie encore une fois. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle Cannes conférence avec Sarah et un invité qu'on annoncera en début de semaine. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.